Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 28 novembre 2021. Votre émission, le jury du dimanche, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et le site que vous aimez lire, imedia.sn, et bientôt votre journal Besbi, le jour, qui va paraître le 1er décembre prochain. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce JDD professeur Ndiogou Sarr. Bonjour. Bonjour, M. Kane. Vous êtes maître de conférence en droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes auteur de l'ouvrage paru chez L'Harmattan Sénégal, Médiation et démocratisation, essai sur une nouvelle technique de stabilisation de pouvoir en Afrique noire francophone. Un livre préfacé par professeur Serigne Diop. En Afrique, nous avons de bons textes, mais ce qui nous manque jusqu'à présent, nous n'avons pas de leaders qui ont la culture démocratique. Je ferme les guillemets. Petite phrase prononcée en août 2020 qui résume toute l'équation que posent les questions juridiques dans nos pays. Le droit, une science exacte ou inexacte? Professeur. En tout cas, c'est une science. Et qui dit science, ça renvoie un peu à une certaine harmonie, une certaine organisation et quelque chose qui pourrait éventuellement permettre d'arriver à un résultat. Une certaine vérité. Vérité. Si c'est le cas, on pourrait dire science exacte, mais il faut dire que la flexibilité de la règle de droit pose souvent problème, de telle sorte que souvent on doute même de son caractère exact en tant que science. Parce que le droit est un ordre et ce qu'il ordonne, c'est la vie en société. Or, la société étant dynamique, il est vrai que le droit ne pourrait être que souple pour s'adapter par rapport à l'évolution de la société. Alors, l'intensité des débats juridiques donne l'impression, à tort ou à raison, que le droit n'est qu'une question d'interprétation. Résultat, tout le monde se prend pour juriste, à l'image un peu du football, où chacun se considère comme entraîneur. Mais alors, pourquoi interpréter quand les textes sont clairs? Question fondamentale. Constitution, loi, règlement, doctrine, jurisprudence, des termes, des concepts, des notions que vous manipulez tous les jours en tant que juriste et en tant que publiciste surtout. Professeur Ndiogou Sarr, vous êtes donc l'invité de ce jury du dimanche. Vous enseignez également à l'École nationale d'administration. Vous êtes également enseignant en droit public et droit des transports et activités maritimes. Nous allons parler d'une question d'actualité. Le poste de Premier ministre supprimé en avril 2019 après l'élection présidentielle qui a vu la réélection du président Macky Sall, ce poste sera restauré. Ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit dans l'histoire politique du Sénégal. Seulement la durée de la suppression du poste cette fois-ci a été moins longue que les fois dernières. Quelle est votre compréhension de ces décisions prises par le président de la République? Merci, M. Kane. Vous savez, il est difficile un peu d'apprécier une décision du président de la République. Et parce que cela amènerait à discuter un peu ou à disputer au président de la République les prérogatives que la Constitution lui donne. Et je pense que dans notre armature constitutionnelle, le président de la République occupe une place importante. Et d'après la Constitution, le président de la République a les pouvoirs de procéder à des modifications de la Constitution, aussi à revoir l'armature institutionnelle. À partir de ce moment, est-ce qu'on pourrait apprécier pour dire que c'est à tort ou à raison que le président pourrait modifier? Je pense que là, c'est être prétentieux. Oui, certains ont dit que c'est une erreur. Oui, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est vrai que quand on reste dans le domaine un peu du fonctionnement normal des institutions, vous savez, les institutions, ce sont des réponses aux préoccupations sociales. Une institution, si elle n'est plus en mesure de répondre aux attentes des populations, elle n'a plus sa raison d'être. Et il appartient au président de la République de définir les différentes institutions qu'on doit retrouver dans un pays, et ces institutions sont cantonnées au niveau de la Constitution. Maintenant, la question du Premier ministre renvoie d'une manière générale à deux éléments. Un élément qui se rapproche à notre dispositif constitutionnel, et un autre élément aussi qui intéresse le système politique sénégalais en tant que tel. Est-ce qu'un président de la République a le droit de mettre en place un Premier ministre? Ça dépend du président de la République, ça dépend de sa conception du système qu'il veut mettre en place. Et ça dépend aussi du régime qu'il voudrait mettre en place. Parce que je précise au passage que le régime politique est un concept qui découle du droit constitutionnel, alors que le système politique est une
ça découle un peu de la sociologie ou de la science politique. Et ça renvoie à un sous-système social, des interactions qu'il y a entre les différentes institutions. À partir de ce moment, si l'institution d'un gouvernement est importante dans l'armature institutionnelle, je pense qu'on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Et c'est toute l'incongruité qu'on a notée avec la suppression de ce poste. Vous savez qu'en supprimant ce poste, on semblait redéfinir la nature de notre régime politique, qui passe d'un régime présidentiel ou même, je dirais, un système présidentialiste. Oui. Et malheureusement, malgré cette suppression, on a continué à garder l'institution gouvernement dans l'armature institutionnelle, ce qui pose un problème, déjà. Alors que s'il n'y a plus de Premier ministre qui doit pouvoir incarner l'institution gouvernementale, on ne doit plus garder cette institution dans le cadre d'un régime présidentiel. Ça pose de nombreux problèmes. Maintenant, est-ce que le président a besoin d'un Premier ministre? Ça dépend. Si le président estime que le Premier ministre n'est qu'un collaborateur et que nous sommes dans des États où il y a une subordination de l'institution gouvernementale, oui, le président peut se passer d'un Premier ministre et aller directement s'occuper de l'action administrative au manière générale. Oui. Et à l'époque, j'avais dit, quand on avait supprimé le poste de Premier ministre, qu'en tant que scientifique, je voyais 3 conséquences. Au plan politique, au plan constitutionnel et surtout au plan administratif. Commençons par le plan politique. Je pense que la création d'un gouvernement répond à un souci pour le président d'avoir un instrument qui pourrait mettre en œuvre sa politique. Et c'est pourquoi un Premier ministre coordonne l'action d'un gouvernement. Or, ces ministères sont des réponses politiques. Par conséquent, si le gouvernement est responsable devant le président de la République, cela veut dire que le président, chaque fois que ses attentes ne sont pas au rendez-vous, il est en même de démettre le gouvernement de ses fonctions de Premier ministre. Oui. De la même manière aussi, les populations, les administrés, ceux qui ont eu à porter leur suffrage au président de la République, ils attendent des réponses. Et ces réponses, ils ne peuvent l'avoir qu'à partir du gouvernement qui exécute la politique. Et si ces réponses ne sont pas aussi au rendez-vous, les populations sont en droit de demander la démission du gouvernement par le canal de la représentation nationale. Or, quand on supprime le poste de Premier ministre, il n'y a plus de responsabilité politique. On ne rend plus compte. L'exemple, je pense que depuis la suppression, il n'y a pas un seul ministre qui est venu à l'Assemblée nationale pour expliquer à la représentation et aux populations les différents problèmes auxquels ils étaient confrontés. Très bien. Au plan administratif, nous avons vanté les mérites de la décentralisation. Vous savez, M. Khan, on l'a toujours dit, l'exemple, l'élémentaire de la démocratie, c'est la décentralisation. Nous sommes dans une époque où on assiste à des mutations du panorama social qui sont dans une quête ou de recherche d'une certaine manière de légitimer leur stratégie pour contribuer à la définition des politiques publiques. Nous avons une société éclatée avec plusieurs segments. Et chacun cherche à réclamer sa partition pour la contribution à la définition des politiques publiques. À partir de ce moment, nous avons vanté un peu la question de la participation à la base, le développement participatif, qui ne peut reposer que sur une organisation administrative décentralisée, qui pourrait être accompagnée d'une territorialisation des politiques publiques et pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme inéquité. Malheureusement, on ne peut pas vanter tous ces efforts en mettant en place l'acte de décentralisation, où le président a besoin d'avoir une certaine coordination, une certaine visibilité, et on revient pour ce problème. Ça signifie quoi? On va retourner à une centralisation à outrance, où la coordination de l'action administrative du gouvernement n'est plus visible. C'est le cas actuellement. Parce que pour les questions essentielles comme pour les questions subsidiaires, le président de la République est obligé d'apporter des réponses. Et là, c'est une erreur au plan politique. Au plan constitutionnel. Au plan politique, au plan administratif, maintenant au plan constitutionnel. Au plan constitutionnel. Oui. Et la mise en place d'un poste de Premier ministre, je vous l'ai dit tantôt, contribue à déterminer la nature du régime. Or, quand on supprime un Premier ministre, de facto, tous les mécanismes de rationalisation du régime parlementaire disparaissent. La motion de censure, la responsabilité gouvernementale. Parce que quand on a mis en place ces conditions, c'était pour codifier les rapports et pour permettre de tempérer les pouvoirs du président de la République. Mais quand on supprime le poste de Premier ministre, il n'y a plus aujourd'hui cette... le président semble incarner tout l'exécutif. On retourne à ce qu'on pourrait appeler une certaine prééminence, je pourrais l'appeler le monocentrisme présidentiel, qui découle sur une prééminence dans la Constitution d'un président qui est hypertrophié, dont les pouvoirs sont hypertrophiés et qui a tous les pouvoirs. Et là, ça va nous amener à dire qu'au plan constitutionnel, ça va créer des problèmes au niveau même des institutions. Donc je pense que là aussi, c'est la troisième conséquence. Maintenant, si le président de la République se rend compte aujourd'hui que la suppression n'a pas pour les effets escomptés et qu'il décide de revenir, on ne peut que saluer parce que dans un régime normal, on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Et pour sonder justement votre âme profonde au Sénégal,
tel que nous, en se fondant sur notre pratique constitutionnelle, politique et administrative, on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Oui, on ne peut pas se passer du Premier ministre. Parce que là aussi, il faut interroger un peu l'histoire. Parce que vous savez que les régimes africains, au départ, à l'aube des indépendances, je pense qu'on a commis l'erreur d'avoir hérité d'un système colonial qu'on n'a pas transformé suivant les aspirations populaires. C'est ça. Et du coup, on a cherché à mettre en place, et je pense que tous les États africains ont eu un bref passage au régime parlementaire. Malheureusement, l'expérience n'était pas concluante. Pour la bonne et simple raison, automatiquement, on a assisté à une hiérarchie au sein de l'exécutif et à une certaine mésentente. Absolument. Ce qui a fait que dans les années 60, après 70, on a ramené le poste Premier ministre. C'est ça. Mais au moins, on a supprimé le poste Premier ministre. Et on a instauré un régime présidentiel qui a finalement dévié vers un système présidentialiste. Parce qu'il y avait des pouvoirs exorbitants qui ont été reconnus au chef de l'État sans contrepartie. Relation. Et à partir de ce moment, donc, le Premier ministre devenait une institution qui gênait. Mais à partir des années 70, on est revenu à l'instauration post-Premier ministre. Cette fois-ci, ce n'est plus un Premier ministre qui est dans une logique de bicéphalisme, c'est-à-dire qu'un exécutif avec deux têtes, ou une hiérarchie au sein de l'exécutif, mais c'est un Premier ministre qui est exécutant, c'est ordonné. C'est le premier des ministres, mais ce n'est pas le Premier ministre au sens constitutionnel du terme. Premier ministre au sens qu'il assure la coordination de l'activité gouvernementale, il est le premier parmi les ministres qui sont dans le gouvernement. À partir de ce moment, si sa fonction consiste à assurer la subordination avec l'institution présidentielle, à assurer la coordination de l'activité gouvernementale au plan administratif, oui, il faut un Premier ministre et on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Et malheureusement, depuis quelques années, on n'est plus dans la logique d'un Premier ministre qui est futur successeur du chef de l'État, qui posait la question du Dauphinat comme on l'a connu par le passé. Mais nous sommes dans la logique d'un Premier ministre qui est là et qui exécute les instructions du chef de l'État et qui rend compte. Et d'ailleurs, c'est pourquoi... Et c'est ça qui va se passer même avec le retour prochain du poste. Mais le président avait dit, je crois qu'il ne voyait pas la nécessité de mettre un Premier ministre parce que son rôle était un rôle négligeable. Il l'avait dit l'année dernière lors de son entretien avec la presse le 31 décembre. Parce qu'il a voulu mettre en place un régime présidentiel et il a voulu montrer que c'est lui l'exécutif. Qui en réalité, c'est un Premier ministre qui est dévoué au chef de l'État et qui ne fait qu'exécuter des instructions. Si c'est le cas, il pense qu'il peut s'en passer, mais je disais que pour des raisons administratives et politiques, ce n'est pas possible. Il s'est rendu compte des lourdeurs et des procédures, parce que là, vous voyez qu'il y a... Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, quand il y a des contestations au niveau différentes de la société, qu'est-ce qu'on voit? C'est le président qui est l'interlocuteur normal et légitime. Absolument. Alors, mais alors la question ici, c'est que finalement, quelle sera la marge de manœuvre du Premier ministre qui sera nommé prochainement et qui va former son gouvernement? Si on part déjà du constat que le président, en supprimant le poste, avait lancé le concept du fast track en disant que c'était pour aller plus vite et éviter les goulots d'étranglement. Est-ce que le Premier ministre donc, qui va être nommé prochainement aura les pouvoirs qu'il faut pour... Monsieur Kadou, moi je suis un partisan de l'État fort, pas un État qui réprime, mais un État qui inspire la sécurité. Et il y a des notions qui sont des slogans que moi je n'aime pas du tout. Par exemple, j'aimerais qu'on m'explique la raison de fast track. Dans un État normal où l'administration fonctionne, où les tâches sont bien sériées et les rôles sont bien répartis et les mécanismes sont opérationnels, est-ce qu'on a besoin de fast track pour arriver à des résultats? Ça, c'était un problème déjà. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi fast track? Comme si on accepte d'emblée que l'administration est bloquée, les mécanismes sont inopérationnels, par conséquent, il faut penser à autre chose. Mieux. Maintenant, il y a une question qu'on oublie très souvent. Si la nomination d'un Premier ministre dépend du bon vouloir du chef de l'État au plan constitutionnel, mais il ne demeure qu'au plan de la mise en œuvre des prérogatives, la Constitution reconnaît au Premier ministre des prérogatives propres. Par exemple, le Premier ministre au Sénégal a un pouvoir réglementaire. Il peut nommer aux emplois civils. À partir de ce moment, dès que le président nomme le Premier ministre, il doit son existence par un décret du président de la République. Mais dans la mise en œuvre de ses compétences, il y a des compétences qui sont en dehors de celles que le président lui donne. Donc, il a une importance. Autre chose, dans la mise en œuvre de son pouvoir réglementaire, le président de la République, quand il prend des actes, ces actes doivent leur validité quand le Premier ministre aura contresigné ces actes-là. Donc, par conséquent, si vous dites que le Premier ministre pourrait être encore... je ne sais pas, une sorte de paravent, ou une sorte, par exemple, d'un exécutant. Je me dis, oui, c'était un exécutant parce que celui qui l'a nommé, il est un subordonné.
mais un subordonné qui a aussi des compétences propres qui tirent de la Constitution, et c'est là où toute son importance apparaît. Et d'ailleurs, c'est pourquoi quand le président avait supprimé ce poste, je me dis, mais quand il le supprime donc, il va s'approprier les prérogatives constitutionnelles qu'on reconnaissait au Premier ministre, et c'était le cas. Mais aujourd'hui, quand on restaure le poste Premier ministre, on ne peut pas modifier la Constitution pour revenir sur les prérogatives que la Constitution donne au Premier ministre en tant que coordonnateur de l'action administrative. Le Premier ministre au Sénégal est-il le problème ou il est la solution? Bon, en fait, il peut être un problème parce qu'on a un peu dénaturé cette fonction, parce que dès lors qu'on nomme quelqu'un Premier ministre, les gens parlent d'ambition. Pourquoi on doit lier l'ambition à une certaine responsabilité qui est dévolue au Premier ministre? En réalité, il n'est pas exclu d'avoir une ambition. Oui, ambition, mais à un moment, on a même parlé de dualité au sommet de l'État. Oui, il ne saurait y avoir de dualité, pour la bonne et simple raison que le Premier ministre, comme je vous l'ai dit, n'est pas au sens constitutionnel un demandement de l'exécutif qui pourrait concurrencer le président de la République dans la mise en œuvre de ses prérogatives. C'est le Premier ministre au sens de la coordination de l'action gouvernementale. Je ne vois pas en quoi le Premier ministre pourrait gêner le président de la République, parce qu'il ne saurait y avoir de dualité, parce qu'on ne sait pas dans un régime de bicéphalisme de l'exécutif. Nous avons un exécutif qui est monocéphale, incarné par un homme, le président de la République, qui se donne le droit d'avoir des subordonnés. Et parmi les subordonnés, le premier, c'est le Premier ministre. À partir de ce moment, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de hiérarchie de l'exécutif. Mais peut-être pas que si on suit la question de Serigne Bakiou Fall. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs posées par les auditeurs et apparemment c'est des juristes qui sont passionnés par les questions juridiques en tout cas. Serigne Bakiou Fall vous demande si le retour du poste de Premier ministre n'est pas une stratégie de substitution en vue de l'élection présidentielle de 2024. Je ne vois pas comment, parce que comme on a, si le futur Premier ministre a des ambitions, moi je pense qu'il n'a absolument rien à voir par rapport à la confiance pour la servir par le président de la République. Je crois que donc, et on ne peut pas, je ne pense pas qu'on va retourner à l'ancien système, où nous avions la possibilité de faire du Premier ministre le futur successeur et aménager les mécanismes constitutionnels pour l'amener à remplacer le président de la République. Au moment où je vous parle, la logique est que même si le président est empêché, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va le remplacer. Donc je ne vois pas, est-ce qu'on pourrait, je ne peux même pas y penser. Donc le scénario à la Poutine qu'on sort de temps en temps ne saurait exister au Sénégal? C'est-à-dire mettre en place un Premier ministre qui pourrait se présenter aux élections de 2024 et ensuite permettre au président de venir. Bon, ça, c'est des subterfuges sur lesquels je ne pourrais pas réfléchir parce qu'en réalité, le suffrage appartient aux Sénégalais et tout un chacun est libre d'être candidat aux élections de 2024. Et si celui qui est candidat bénéficie des suffrages sénégalais, et que bon, je ne vois pas comment on pourrait penser d'un éventuel retour du président de la République qui aurait utilisé le Premier ministre comme ça d'auparavant, une parenthèse pour revenir. Ça, je ne sais pas. Bon, ce qui s'est passé en Russie, c'est autre chose. Ça, c'était prévisible. C'était un deal qui avait déjà bien orchestré et on connaissait les résultats à l'avance. Je ne pense pas que ce soit le cas au Sénégal d'ailleurs. Nous sommes quand même une démocratie. Vous savez, une démocratie, peut-être qu'on ait des crises, des moments de crise, c'est normal. Parce que dans la loi de la science politique, pour toute une démocratie, il y a 3 phases qu'il faut respecter. La phase de la construction, la phase de la consolidation et la phase de la modernité. Nous étions dans une phase de consolidation pour s'ouvrir à la modernité par rapport à l'évolution de la société. C'est normal qu'il y ait des problèmes, mais ces problèmes ne sauraient être un prétexte pour nous amener à penser qu'on pourrait avoir un recul jusqu'à amener un Premier ministre à servir d'auparavant un chef d'État qui finit son mandat pour pouvoir revenir. Ça me pose. C'est comme la question du mandat, troisième. Moi, je pense que c'est des questions sur lesquelles vraiment on est en train de... C'est une probabilité... La question du mandat, donc la question du 3e mandat. C'est une probabilité... Oui, je vous laisse fournir votre réflexion que je dirais sur cette problématique. Oui. Parce qu'en réalité, la Constitution est là. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Khan. Oui. On n'interprète que ce qui n'est pas clair. Et quand les dispositions sont claires, on a besoin d'interpréter ça. Mais deuxièmement, je crois que... Qu'est-ce qui est clair? Oui, mais la Constitution du Sénégal, vous savez, les dispositifs de la Constitution sont parfois clairs. C'est ceux qui veulent créer des problèmes, qui vont rendre des dispositions tordues. Parce que la question de l'interprétation, on peut poser la question même si les dispositions sont claires. Mais pour ce cas d'espèce, moi je me suis jamais prononcé sur le 3e mandat. Pourquoi? Je n'ai jamais entendu le président Macky Sall dire qu'il fera une troisième candidature. Ouais. Par contre, je l'ai entendu dire qu'il voulait mettre fin à toute cette polémique autour de la question du mandat. Absolument. Et il a consolidé, parce que j'ai parlé de la phase de consolidation. La question des mandats nous a beaucoup perturbés par le passé.
Et quand le président de la République est arrivé, je pense qu'en 2016, il avait fait une proposition pour retourner à la quintessence même de la Constitution, qui voudrait que le mandat qui était de 5 ans, qu'on a fait passer à 7 ans, revienne à 5 ans. C'est son droit constitutionnel. C'est une prérogative. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il avait demandé à ce que cette réduction, qu'on l'applique à son mandat en cours. Et je pense que le juge avait bien vu et il avait bien raisonné. Et si on regarde cette réforme de 2016, l'objet de la réforme portait sur la durée du mandat et non pas sur le nombre de mandats, qui était un acquis depuis la Constitution de janvier 2001. Donc, le président de la République lui-même a dit, et je l'ai vu et je l'ai entendu, qu'il voulait mettre fin à cette polémique, et c'est pourquoi la question des mandats est derrière nous. Il avait dit à l'époque, je pense, que permettez-moi de solliciter encore vos suffrages pour 2019, je ferai mon dernier mandat, c'est terminé. Et d'ailleurs, il avait dit, la Constitution est très claire. Quand la Constitution dit nul ne peut faire plus de mandat consécutif, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Donc je ne vais pas verser dans ce débat inutile. Et peut-être ce qui a amené fausser un peu ce débat, c'est le fait qu'il y a une dernière sortie où il disait que je dis ni oui ou non. Et comme il ne l'a pas dit, et que pour moi le texte de la Constitution est très clair, et que même si on devait interpréter, si on va aux travaux, on se rend compte qu'en réalité, la Constitution telle qu'elle est libellée aujourd'hui ne permet pas de supputation sur la question d'une troisième candidature pour quelqu'un qui est au pouvoir. Je ne vois pas donc pourquoi on devait discuter de ces questions. Pour moi, la question ne se pose pas. Maintenant, il est vrai que nous sommes dans un pays où souvent, quelle que soit la clarté des textes, ceux qui ont d'autres ambitions pourraient être amenés le juge demain à interpréter dans un sens voulu. Ça ne signifie pas que le texte n'est pas clair. Oui, c'est pourquoi Djali Gueba demande, est-ce que cette disposition de l'article 27 que tout le monde connaît pratiquement aujourd'hui, que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Djali Gueba vous demande, est-ce que l'article 27 doit faire l'objet d'une interprétation? Non, je ne vois pas, parce que, à mon avis, la disposition est très claire. Et s'il était amené à un juge d'interpréter cette disposition, allant dans le sens de permettre, supposons, parce qu'il ne l'a pas dit, encore je le répète, au président de faire une troisième candidature, je dirais qu'il n'y a pas une interprétation. Ou je dirais qu'il y a une interprétation modificative de la Constitution. Qu'est-ce que ça signifie? Que par extraordinaire, qu'on présente la candidature de l'actuel président pour un troisième mandat et que le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer. Et le Conseil va dire, par exemple, qu'entendez par 2 mandats consécutifs de 5 ans. Le Conseil aura déjà ajouté 5 ans à la disposition pour pouvoir interpréter. Or, dans la Constitution, quand on interprète, on n'ajoute pas un élément. On précise le sens, mais on n'ajoute pas un élément. Or, ici, pour préciser le sens de cette disposition, il faut ajouter le qualificatif 5 ans pour l'interpréter. Dans ce cas-là, ce n'est plus une interprétation. Je rappelle que votre émission, le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, reçoit professeur Ndiogou Sarr, publiciste, c'est-à-dire spécialiste de droit public, et il enseigne à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'école nationale d'administration également, dans d'autres universités publiques et privées. Il est notre invité donc. Revenons au poste de Premier ministre, professeur. Avec donc la restauration du poste, on revient également à la restauration du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, ce qui avait disparu. Également au pouvoir de voter une motion de censure contre le gouvernement par l'Assemblée nationale, ce qui avait également disparu. Quel est l'intérêt d'avoir ces deux dispositifs? Oui, en fait, peut-être c'est ça la pertinence de la nature du régime sénégalais, que certains qualifient d'un régime innommé. Parce qu'en réalité... Régime innommé, à la limite. Innommé. Oui, parce qu'en réalité, c'est un régime qui n'est pas présidentiel. Parce que si on suit la logique du régime présidentiel, oui, on trouve quelques ingrédients dans le régime, dans tout système. Mais ce n'est pas un régime présidentiel au sens véritable terme. Certains ont qualifié de régime semi-présidentiel. Si on rentre dans la logique, parce que ça c'est une classification classique du régime parlementaire, oui, on voit que nous avons des mécanismes de régime parlementaire, mais dosés avec les mécanismes de régime présidentiel. Finalement, on n'est ni dans un régime parlementaire, ni dans un régime présidentiel. Et certains ont qualifié de semi-régime présidentiel, d'autres de semi-régime parlementaire. Mais moi, je n'entre pas dans cette classification. Parce que moi, je ne suis pas du tout partisan de cette classification classique qu'on voulait nous imposer. Pour moi, je pense que comme la Constitution
Et toujours, on a des torts, nous les juristes, de vouloir faire penser que la Constitution est une affaire de droit et de juristes. Et c'est pourquoi on a des difficultés. Les meilleurs moments où la Constitution pourrait être un bon texte, c'est quand la Constitution est expliquée par nos juristes. La Constitution est l'affaire des seuls initiés en droit. La Constitution définit le modèle de société, les rapports dans une société, même ça a un soubassement culturel. De la même manière, quand on nous dit qu'il y a deux systèmes de régime classique et qu'il faut se ranger de l'autre, je me dis que donc on est en train de perdre de vue notre soubassement culturel, notre répertoire culturel. On a des éléments qui fondent notre régime. Je vois tout le temps maintenant le débat intéressant avec la charte Bandé, quand on parle aussi de Suleiman Bal. On a eu une démocratie par le passé. On n'est pas dans un système où une démocratie, on nous l'impose avec des mécanismes tout faits qu'il faut l'appliquer. Donc pourquoi devrons-nous être dans un régime où on n'a pas le choix en dehors de ces deux régimes qui sont proposés? Maintenant, ce qui est arrivé avec cette motion de censure et la dissolution, c'est une longue histoire qu'on a copiée aussi de l'histoire politique française. En effet, la 3e et la 4e République en France étaient caractérisées par une domination du Parlement, de telle sorte qu'on était dans ce qu'on pourrait appeler la souveraineté parlementaire. Et on disait même que le Parlement pouvait tout faire sauf changer un homme en femme. Et il y avait une instabilité gouvernementale chronique. Il fallait un choix. Soit on a dit qu'il faut donc soit mettre à l'écart le régime parlementaire, ce qui était impensable parce qu'il faut domicilier le pouvoir dans la population. La souveraineté appartient au peuple. Il fallait donc trouver des moyens. Et ces moyens, c'était quoi? Il fallait codifier les rapports entre l'exécutif et le législatif pour qu'on en abuse des dispositions qui sont des moyens qui sont mis à disposition des différentes institutions constitutionnelles. Et le Parlement qui avait l'habitude de renverser pour un oui ou non un gouvernement, jusqu'à créer une instabilité gouvernementale chronique. Ou un président de la République qui, parce qu'il n'est pas content, peut du jour au lendemain renverser ou dissoudre un Parlement. On a codifié le rapport, dit que désormais, le Parlement peut dissoudre le gouvernement des conditions précises. Oui. De même, le président peut dissoudre le Parlement, mais à des conditions draconiennes. Et ça, cette codification a amené la rationalisation des rapports entre les deux institutions. Et finalement, on était dans un régime qui crée une certaine stabilité, où aucun des pouvoirs ne pouvait abuser de sa position pour détruire l'autre. Et c'est là où les mécanismes de la rationalisation des rapports avec la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement par la motion de censure, ou même la question de confiance, ou la dissolution, sont devenus des moyens extrêmement importants qui ont permis à certains régimes d'être stables. Et c'est le cas du Sénégal. Oui. Et c'est pourquoi je pense que si on ramène le Premier ministre en tant qu'institution qui incarne le gouvernement, oui, il est normal donc que l'institution qui incarne le Premier ministre soit en mesure de venir devant les parlementaires, s'expliquer. Et ces explications aussi, elles ne sont pas convaincantes. Les parlementaires ont la possibilité de renverser le gouvernement. C'est une responsabilité politique. Et comme on ne peut pas donner au Parlement ces moyens contre le gouvernement qui a été institué par un chef de l'État, il faut en retour permettre au président aussi de pouvoir se retourner contre le Parlement pour dissoudre. Maintenant, au Sénégal aussi, le texte de la Constitution qu'on a modifié, si une Assemblée nationale est mise en place, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant 2 ans. Avant 2 ans. Le gouvernement aussi, pour le renverser, il faut une majorité qualifiée. Cela signifie quoi? Aujourd'hui, quand on met en place le Premier ministre, les gens font des projections déjà pour dire que oui, aujourd'hui, l'élection à venir. Et si l'opposition sort majoritaire justement au Parlement, est-ce que le président ne se prépare pas pour le dissoudre? Il ne peut pas, même si l'opposition sortait majoritaire, avant 2 ans, il ne pourrait pas dissoudre. Il ne pourrait pas. Donc, tout comme on va à des législatives, supposons que soit l'opposition ait la majorité ou que le pouvoir ait la majorité, il y a une présidentielle qui arrive en 2024. C'est pourquoi, cher Malick Fall, vous demande quel serait l'impact de la motion de censure du gouvernement de l'après Macky Sall, c'est comme ça qu'il raisonne lui, s'il gagne la majorité aux prochaines élections législatives, c'est-à-dire prévues en juillet 2022 là à venir, le gouvernement serait-il obligé de dissoudre l'Assemblée ou être en accord avec l'hémicycle en permanence? Oui, mais en fait, comme je vous l'ai dit, on a rationalisé les rapports. Même si le président sortait, même si l'opposition sortait victorieuse de ces élections, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Mais il y a autre chose. Souvent, on pense que si l'opposition sort victorieuse des élections législatives, le président a l'obligation de nommer un Premier ministre
issus des rangs de l'opposition. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est un accident de l'histoire politique en France. Quand la France a voulu changer le régime parlementaire et mettre un régime présidentiel avec l'élection du président universel, la France ne s'est pas rendu compte que la durée du mandat du président de la République n'était pas égale à la durée du mandat de l'Assemblée. Et du coup, on est arrivé à un moment donné, les députés avaient déjà fini leur mandat, il fallait aller aux élections législatives, et l'Assemblée, l'opposition est sortie victorieuse. Qu'est-ce que le président fait? Dès lors que nous sommes dans un système avec une motion de censure, le président sait que s'il met un premier ministre qui est issu de ses rangs, il ne va pas faire non parce qu'il sera renversé. Absolument. Et pour éviter cette instabilité, le président de la République a préféré nommer un premier ministre issu de la majorité victorieuse. Mais là aussi, il y a un problème. Parce qu'en France, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Alors qu'au Sénégal, même si le cas devait se poser, le président reste encore l'artisan parce que c'est lui qui initie la politique de la nation. Justement, mais professeur, sauf que, regardons le scénario de 2000. Abdoulaye Wade est élu en remplacement d'Abdou Diouf. Il trouve une majorité parlementaire qui n'est pas issue de son parti. C'était le Parti socialiste. Et on a vu même que le président Wade a dissous l'Assemblée nationale, mais presque un an plus tard. Il a été obligé, en tout cas au début, de composer avec la majorité socialiste. Ici, est-ce que le fait de séparer l'élection législative de l'élection présidentielle ne pourrait pas nous amener à des situations qui peuvent être institutionnellement peut-être compliquées? Bon, peut-être avoir la concordance des mandats, ce serait la meilleure solution pour éviter un peu ces impairs. Parce que quand même qu'on le veuille ou non, c'est politique. Hein? Quels que soient les mécanismes mis en place pour permettre une cohabitation pacifique, les raisons politiques vont prendre le dessus toujours sur les raisons objectives, administratives et autres. Hein. Et c'est pourquoi très souvent, je pense que dans certains pays, on a cherché à une concordance auprès des mandats législatifs et présidentiels pour permettre au président de gouverner. Et cela a existé à un moment au Sénégal. C'est après qu'on a séparé les deux élections. Parce qu'un pouvoir a besoin de majorité pour gouverner. Mais ce n'est pas parce qu'on a une majorité aussi qu'on doit gouverner comme on veut. Si vous allez dans certains systèmes politiques, en France par exemple, c'est notre référence. Ce qui fait la fierté de ce régime aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne juge pas la valeur de la démocratie française par les mécanismes qui sont mis en place par le pouvoir, mais par le sort qui est réservé à la minorité. Si vous allez aujourd'hui en France, dans l'Assemblée nationale, les commissions d'enquête, la commission des finances qui est la plus importante, qui est en train de travailler actuellement avec le vote de la loi de finances, c'est des commissions qui sont confiées à l'opposition pour qu'on ait un point de vue beaucoup plus critique et qui va aider à renforcer un peu le fonctionnement des institutions. Malheureusement, dans nos États, le pouvoir étant ce qu'il est, la politique étant devenue aujourd'hui une chose qui ressemble à un moyen d'ascension sociale, il est évident que quand on arrive au pouvoir, ce qui est recherché d'abord, c'est les privilèges. Et comment faire? Et d'ailleurs, toutes les stratégies, si vous regardez le système politique, comment ça fonctionne, les interactions tournent autour de la logique de recherche ou de conservation du pouvoir, ou même d'arriver à produire des décisions qui pourraient s'imposer aux destinataires, aux populations. À partir de ce moment, donc, je pense qu'il est difficile de départir de la politique un peu du fonctionnement de l'État. Malheureusement, dans nos États maintenant, ce qu'il faut dénoncer, c'est que nous assistons de plus en plus à une politisation à outrance de notre administration, de nos administrations. Malheureusement, c'est ce qui fait qu'on a des difficultés pour séparer ce qui est politique et ce qui est réellement relève de l'État en tant qu'administration. Voilà. Le professeur Ndiogou Sarr, professeur de droit public, est l'invité de ce jury du dimanche. Parlons maintenant de la procédure qui va être utilisée pour faire revenir le poste de Premier ministre. On sait que c'est une prérogative du chef de l'État qui peut utiliser une procédure normale ou la procédure dite d'urgence. Quelle est votre préférence par rapport à une réforme de cette nature? Parce qu'on a l'impression que à force de supprimer, de réinstaurer, de supprimer, encore de ramener le poste de Premier ministre, on a fini par banaliser peut-être le poste. Mais quelle est la meilleure procédure aujourd'hui, selon vous? Vous savez, dans une démocratie, il y a l'élégance qu'il faut préserver. L'élégance, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que la Constitution vous donne tous les pouvoirs que vous devez l'utiliser. Il y a l'intelligence de disposer des prérogatives que la Constitution vous donne. Je pense que quand on fait une réforme aussi importante qui va avoir un impact sur notre vie institutionnelle et même constitutionnelle, je pense qu'il faudra partager. Ce n'est pas une obligation. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas discuter au président de la République des prérogatives qui tiennent de la Constitution. Mais néanmoins, comme c'est des réformes
qui touchent notre vécu, oui, plan social et tout, je pense qu'il faut partager. Qu'il y ait une concertation? Oui, ou même informer, parce que, vous savez, peut-être on n'a pas besoin d'expliquer les motivations, mais il faut expliquer et associer, parce que les populations, au moins, les institutions juridiques, tantôt, sont des réponses. Mais quand les populations ne se retrouvent pas dans ces institutions, les institutions n'auront plus de valeur. Et je pense que ce qui nous manque dans nos États aujourd'hui, il faut veiller à ce que nos institutions soient des institutions, je ne dirais pas fortes au sens qu'Obama l'avait dit, mais des institutions qui garantissent une sécurité sur que ceux qui les animent seront obligés de se conformer aux prescriptions qui sont déjà édictées. Maintenant, une réforme tendant à supprimer le poste Premier ministre n'a pas été discutée. Oui. Si vous rendez compte, le président de la République venait de gagner les élections, alors qu'il n'a pas fait état de cette réforme pendant la campagne, Oui. Fort des prérogatives qui tiennent de la Constitution, il a réformé. Oui. Et par rapport à la procédure normale utilisée à l'Assemblée, parce qu'il a la possibilité. Aujourd'hui aussi que le président décide de restaurer ce poste, je me dis aussi c'est le même. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que pourquoi on pense que chaque fois qu'on doit procéder à des réformes aussi importantes, il faut utiliser la procédure d'urgence. Oui. Vous pensez que c'est... Alors que l'ancrage institutionnel devait pouvoir nous amener à dire que comme la réforme est importante, et vu les conséquences, on devait pouvoir prendre le temps et partager. Malheureusement, ça c'est peut-être, c'est pas une obligation. Oui. Parce que comme vous l'avez dit, le président a la possibilité de saisir l'Assemblée en procédure d'urgence, Oui. en disant que, motivé bien sûr, Oui. il dira que pour des raisons, telle raison, je voudrais que vous examiniez ce projet un peu d'urgence. Et là, l'Assemblée est obligée de suivre. Parce que n'oubliez pas aussi qu'à l'Assemblée, telle qu'elle fonctionne dans nos États, le président a presque la même mise sur le fonctionnement de nos institutions parlementaires. Il détermine l'ordre du jour, et même s'il y a un calendrier qui est posé, quand le président amène un projet, s'il demande à que ce projet soit, qu'on délibère ce projet avant les autres, ça sera fait. Maintenant, si c'est la procédure d'urgence, c'est vrai que ça montre qu'on va tout de suite suspendre toutes les activités et délibérer sur le projet. Et même pour la promulgation, je pense que le président, au lieu d'avoir un délai de 10 jours, il a un délai de moitié. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer. Parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Qu'est-ce qui a motivé cette décision pour que rapidement, sans en discuter, on annonce ça au Conseil des ministres et on dit que procédure d'urgence. Ça, c'est lui seul qui peut expliquer pour le pourquoi. Et vous estimez que la procédure d'urgence, il faut la manier avec beaucoup de subtilité? Oui, subtilité, pour montrer aux populations qu'en réalité, les réformes qui sont faites, ces réformes sont destinées à vous. Parce que quand on légifère pour quelqu'un, il faut l'associer. C'est pourquoi les lois, quand on les vote, il faut que les lois soient des lois intelligentes qui permettent aux populations de se retrouver. Car la meilleure façon de respecter une loi, c'est de faire participer les populations à la procédure législative. C'est-à-dire que les populations sentent que cette loi qui est votée est une loi qui les concerne et c'est une loi qu'ils ont même elles-mêmes acceptée et qu'elles ont même proposée à la canal des représentants. Justement, les modifications de la Constitution au Sénégal, on en a connu, hein, sous le régime du président Macky Sall, comme celui du président Wade et bien avant de Diouf et de Senghor. Certains ont relevé ces derniers temps qu'en 9 ans de pouvoir, le président Macky Sall a fait modifier la Constitution au moins 5 fois. Mais ma question est de savoir, le nombre des modifications, petits ou grands, est-il un signe de vitalité, c'est-à-dire solidité, ou de fragilité des institutions? Oui, on peut être partagé, parce que comme je vous l'ai dit au début, la Constitution, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. La Constitution, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'affaire des juristes, c'est l'affaire de la société. Et tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. De telle sorte que la Constitution doit suivre l'évolution de la société. Maintenant, quand la Constitution suit l'évolution, ce n'est pas parce que la Constitution est là qu'elle doit rester statique. Il faut la modifier et l'adapter aux circonstances. Mais quand on doit aussi la modifier, il ne faudrait pas que la modification soit un prétexte pour toucher un peu les fondamentaux. Parce qu'il y a un corps dans la Constitution. Et la Constitution a un esprit. Oui, mais c'est toujours avec l'aide des constitutionnalistes. Oui. C'est pour ça qu'on reproche à certains d'entre vous d'être des tailleurs constitutionnels. Mais que la modification ne soit pas une modification substantielle, en laissant remettre en cause la vie de nos institutions. Oui. C'est là où il y a un problème. Parce que moi, je ne suis pas des partisans qui disent qu'on ne touche pas une Constitution, on la touche. Mais la Constitution, parce qu'elle sait qu'on doit la toucher, qu'elle-même a prévu la procédure pour la toucher. Maintenant, celui qui veut toucher la Constitution, ce sont des prérogatives que la Constitution lui donne. Maintenant, ce qu'il faudra faire, vous l'avez bien dit tout à l'heure, il faut une culture démocratique. Savoir que c'est un texte sacré. Et pour garder la sacralité,
Il ne faut pas de temps en temps donner l'impression qu'on a banalisé la Constitution avec des modifications à outrance. Oui, ça peut donner l'impression d'avoir affaibli le texte de la Constitution. Or, pour plus de solidité et pour beaucoup d'ancrage, il faut que la sacralité soit gardée en respectant les procédures et aussi en associant le peuple chaque fois qu'on décide de faire des réformes qui auront un impact, une influence sur le vécu. Comment associer le peuple? Vous êtes un partisan vraiment du référendum systématique sur les grandes modifications. Vous savez, au lieu toujours de passer par l'Assemblée parce qu'on est fort de sa majorité. Oui, mais le monde aussi évolue. Oui, comment associer le peuple? Tout à l'heure, je vous ai parlé des mutations du panorama social. Oui. Regardez ce qui se passe dans nos sociétés. Oui. Nous avons l'apparition subite des segments dans la société qu'on ne connaissait pas et qui réclament leur participation dans la manière de gouverner nos États. Aujourd'hui, la définition des politiques publiques, il n'y a pas un seul segment de la société qui ne demande pas à être écouté et que ses préoccupations soient prises en compte. Donc, nous avons des mécanismes qui permettent d'associer les populations sans pour autant passer par des référendums. Vous savez qu'une démocratie, c'est le dialogue. Une démocratie sans dialogue n'est pas une démocratie. La démocratie, c'est la contestation. La contestation n'est pas la violence. C'est parce que le dialogue est fermé que la contestation n'est pas possible parce qu'on n'a pas aménagé un cadre juridique à la contestation que la violence prend place. Et d'ailleurs, c'est toute la pertinence aujourd'hui quand on parle de charte contre la violence. Oui, Je on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'en réalité, quand tout fonctionne normalement, on n'a pas besoin de tout cela. Or, dans une société où nous avons aujourd'hui l'apparition de ce qu'on pourrait appeler une société civile, qui peut paraître un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a une notion qui est très floue, où il n'y a aucun critère d'affiliation. On est entre quand on veut, on sort. Mais néanmoins, on pourrait l'utiliser en faisant comprendre que quand on doit opérer des réformes, il y a une manière de faire participer tout le monde sans pour autant aller au référendum qui est tellement coûteux. Et c'est là où je dis le peuple. Maintenant, pourtant, il y a eu des dialogues politiques quand même qui ont été organisés. Mais le dialogue n'est pas seulement que politique. Ou bien vous pensez qu'on n'arrive pas encore à trouver la bonne formule? Mais pourquoi on voudrait tout simplement faire une démocratie politique? Une démocratie où la liberté. Oui, mais on a parlé de dialogue national. Si je donne, par exemple, Famara Ibrahima Sagna a plutôt présidé la commission le Sénégalais qui est dans les eaux, nationale du dialogue le Sénégalais national, qui est confronté à des problèmes très sérieux, on sait que la liberté d'expression ou sa capacité, parfois ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les réponses qu'on va apporter à ces problèmes. C'est pourquoi quand on veut faire de la démocratie et du fonctionnement de l'État une question politique, d'ailleurs, le dialogue politique qui ne fait participer que les acteurs politiques. Et comme je vous le disais tantôt, c'est bizarre de le dire, nous sommes dans un pays où tout est en crise. La seule industrie qui est encore florissante, qui est là et qui ne sera jamais en crise, c'est la politique. Et pour devenir entrepreneur politique, on n'a besoin ni de diplôme ni de connaissances. On connaît la logique. À partir de ce moment, l'accès au pouvoir est synonyme à l'accès à la richesse. Quand on arrive au pouvoir, c'est un moyen d'ascension sociale. Dès lors, donc, les politiciens ont tendance à accaparer tout le débat et écarter le peuple. Et le peuple, tout ce qui est fait, est censé être fait contre le peuple. Et d'ailleurs, ce qui a amené aujourd'hui qu'on est en train de remettre en cause même l'État en tant que symbole. Où les populations ont tendance à penser aujourd'hui que tout ce qui incarne l'État ou que le symbolise sont considérés comme des adversaires qu'il faut détruire. Et ça affecte nos institutions. Donc je crois que, oui, dialogue politique, on peut dialoguer au plan social. Les institutions, ce ne sont pas seulement les partis politiques, ce ne sont pas les institutions constitutionnelles, mais les syndicats sont des institutions. Les associations, il faut les associer au dialogue pour que chacun donne son point de vue. À partir de ce moment, quand on va légiférer, la loi sera l'expression de la volonté générale au sens de l'intérêt général, mais pas de l'intérêt d'un groupe. Parlons maintenant de la violence, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle d'un projet de charte de non-violence porté par le cadre unitaire de l'islam et la plateforme Jami Réumi. Les acteurs politiques sont partagés sur la question. Certains, comme la coalition Yewwi Askan Wi, disent que non, ils ne signent pas parce que il ne saurait être responsable de la violence. Le pouvoir est accusé d'en être responsable. Le pouvoir également qui renvoie la balle. Est-ce que une charte de non-violence a sa pertinence aujourd'hui ou pas? À mon avis, non. Et le pouvoir n'a pas à renvoyer la balle comme dans un jeu de ping-pong. Parce que les responsabilités du pouvoir ne sont pas celles de l'opposition. C'est le pouvoir qui doit garantir à tout le monde la sécurité. Et le pouvoir, c'est l'État, qu'il ne faut pas confondre avec la politique. Et dans un État normal qui fonctionne, un État, c'est une organisation où tous les mécanismes sont opérationnels, la violence n'a pas sa place. Parce que les mécanismes pour juguler la violence sont déjà là.
Si on pense qu'on doit arriver maintenant à une charte où chacun dira que moi je ne vais pas à la violence, c'est comme si on est en train de légaliser même la violence. Personne n'a droit à la violence. Mais la violence est quand même là, c'est une réalité. C'est une réalité. En mars dernier, il y a eu 14 morts dans ce pays. Mais M. Kane, la société sénégalaise... Et on peut multiplier les exemples. Mais c'est une société violente. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de dire juste il faut se contenter du bon fonctionnement des institutions, on n'a pas besoin de charte. Mais là, je dis que le fait de cantonner ça au niveau des élections, ça me pose problème. Oui. Prenez votre véhicule, tout à l'heure quelqu'un va vous couper la route, il va vous insulter. C'est la violence. Oui. Qu'il va garer son véhicule sans respecter aucun... C'est la violence. Absolument. Mais finalement, la violence est là avec nous. Ouais. Est-ce que c'est un héritage? Peut-être moi je le pense à tort. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a tendance à dire mais le Sénégal, c'est un pays de paix. Parce que même vous dites c'est un pays où il y a de la violence et est-ce qu'elle n'est même pas en nous? Peut-être on va me tenser de je ne sais quoi, mais quand on fait l'éloge de nos héros, de nos guerriers dans ce pays-là, qu'est-ce qu'on dit? Il est entré dans un village, il a rasé tous les villages. Il a pris des esclaves. On ne nous a pas dit qu'il est venu, il a conquis ce village, il a développé, il a fait ceci. Donc la violence est née avec la société sénégalaise. Et aussi dans le comportement tous les jours, dans les maisons, il n'y a plus d'éducation. C'est-à-dire que dans notre langage, on est violent. Et c'est ça qu'on est en train de traduire au niveau de tous les politiques. Par contre, là où maintenant j'ai un petit souci, c'est qu'on parle de violence par exemple à la veille du jour électoral. Et souvent, c'est des périodes où il y a des tensions. Qui dit élection dit tension. Compétition démocratique. Mais la tension, tant qu'elle reste encadrée, ce n'est pas la violence. Oui, on l'a toujours vécu. Mais quand ça va déborder, c'est-à-dire que ça atteint des proportions qui sont insoupçonnées, c'est là où ça devient compliqué. Maintenant, il appartient à l'État de garantir aux populations une certaine sécurité. L'État n'a pas à se positionner comme le rival des opposants pour dire que oui, vous allez signer, vous ne signez pas, vous n'êtes pas. Ça, ce n'est plus l'État. Je peux comprendre le parti au pouvoir. Aujourd'hui, quand la coalition qui est au pouvoir me dit que oui, c'est l'opposition qui amène la violence et l'autre, quand je peux comprendre. Mais l'État dans tout cela, il est un peu derrière. L'État doit pas garder à tout le monde cela. Oui, sauf qu'ici, le projet de charte de non-violence n'est pas porté par l'État, mais par des organisations de la société civile qui ont même reçu la bénédiction des chefs religieux. Oui, mais vous savez, moi je pense que il faut... Moi, je n'aurais préféré pas charte. Oui. Qu'on a commencé à négocier, on rencontre tout le monde. Oui. On dit nous partageons un espace. Et nous avons intérêt à préserver la paix dans cet espace. Par conséquent, chacun sait ce qu'il ne doit pas faire. Ouais. Et que l'État doit veiller au respect. Moi, je ne suis pas un État fort. Mais la gendarmerie est là. La police, je ne parle pas de la répression. Pour garantir la sécurité. Vous savez que l'ordre public, quand on en parle, ce n'est pas parce que quand il y a des gens qui veulent manifester qu'il faut les sager. Ce n'est pas ça l'ordre public. L'ordre public, c'est le commerçant que vous voyez ici venir occuper la voie publique illégalement et créer des embouteillages. C'est l'ordre public. Et pourquoi les autorités ne parlent pas de tout cela? Donc je pense qu'en réalité, maintenant, pour revenir un peu par rapport au contexte qui est un contexte chargé, parce que contexte électoral, il faut éviter il faut dépassionner le débat. Et que les gens respectent les dispositifs du code électoral et les mécanismes qui sont en place. Si tout le monde le fait, il n'y a pas de violence. Par exemple, si par exemple les gens peuvent accéder au fichier électoral, ils ont informé. Si effectivement les gens peuvent dérouler normalement leur activité politique, avoir et leur que la carte police veille à ce que y ait la paix, carte d'électeur, il n'y a pas de violence. Très bien. Bon. À mon niveau, il n'y a pas de violence et je pense que les mécanismes sont là. Chaque fois qu'il y a des dérapages, pour y mettre. On a vécu des périodes plus compliquées ici au Sénégal. Le professeur de droit public Ndiogou Sarr est l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Nous allons parler d'une question importante, c'est la magistrature aussi. Récemment, il y a eu un chamboulement, en tout cas des changements importants, nomination de juges, de procureurs, procureur général, procureur de la République, nomination d'un nouveau doyen des juges d'instruction en remplacement du défunt Samba Sall. Alors, quand on dit que la magistrature sénégalaise est indépendante ou qu'elle n'est pas indépendante, qu'est-ce que le professeur de droit lui dit? Non-sens. Parce qu'en réalité, poser la question de la magistrature, moi, à mon niveau, je ne vois pas la pertinence. Parce qu'en réalité, c'est un corps qui tient son indépendance de la Constitution. Donc, on n'a pas besoin de réclamer l'indépendance de la magistrature, parce qu'elle est déjà indépendante. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un magistrat a un comportement qu'on pourrait décrier ou dénoncer qu'on dira qu'il ne soit pas indépendant. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, je crois que c'est vrai que dans une démocratie, il n'y a pas de justice. Personne n'a
on est tous inquiets. Et la manière de fonctionner notre système judiciaire depuis quelque temps pose problème. Mais c'est parce que aussi on a tendance à l'apprécier en se basant sur des affaires qui sont purement politiques. Or, la magistrature fait un travail extrêmement important. Nous avons au Sénégal pas beaucoup de magistrats. On a quelques 500 et quelques magistrats, dont une bonne partie en disponibilité. Nous avons au Sénégal, et ça c'est une incongruité d'ailleurs, 300 avocats. Dans un pays où le règlement 5 de l'OIA vous dit que toute personne qui est devant une juridiction, une instance de police ou gendarmerie doit être accompagnée. Il y a un problème. Ces 500 magistrats ne peuvent pas du tout gérer la justice aujourd'hui. Il y a un problème réel de ressources humaines. Et c'est vrai aussi que parce que le budget est un budget qui est très limité. Donc c'est pourquoi il y a des dossiers qui sont là et qui tardent à être vidés. Autre chose, les gens ne parlent de la justice que quand il y a un problème politique. Et pourtant, les autres juridictions fonctionnent normalement avec dans des difficultés énormes. J'en parle parce que quand même, je suis conseiller à la chancellerie et j'ai eu à voir le travail qui est abattu par les magistrats. Ouais. Il y en a qui ne rentrent pas le matin, ils sont là jusqu'à 23h au bureau. Ouais. Mais malheureusement, ce travail n'est pas vu. Ce qui est vu, c'est quand il y a un dossier politique en jeu. Et ça, il faut comprendre. Au Sénégal, on a un mal politique. Maintenant, chaque fois qu'on a des problèmes avec la justice, on a tendance à politiser le dossier pour en trouver un support au plan médiatique et éventuellement avoir relié les populations à sa cause. Malheureusement, c'est le cas. Mais la justice, quand même, maintenant, pour les affectations, c'est normal. Parce que récemment, il y a eu il y a des décès. Il y a eu beaucoup, puis les statuts aussi, la loi organique aussi exige effectivement pour le fonctionnement de ce corps. Il y a aussi des rencontres périodiques qui doivent se tenir et ces rencontres permettent effectivement de faire bouger les magistrats et de les amener. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière tel ou tel magistrat qui a été... Moi, je ne saurais entrer dans ces considérations trop subjectives, mais l'essentiel, c'est que les magistrats font un bon travail. Il n'y a pas assez de magistrats au Sénégal. Il faut renforcer le corps. Il faut essayer de leur trouver les moyens de travail parce que aussi les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Conseil à la chancellerie, c'est-à-dire conseil au ministère de la Justice. Est-ce que vous êtes pour que le président ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce qu'une réforme de ce type aujourd'hui doit être faite et nécessaire? Oui, on peut réformer, mais je pense que là, il y a quelques années, je vais donner mon point de vue sur ça. Parce que j'ai vu qu'en réalité, la présence du président de la République communiste, parfois, c'est un truc symbolique. Parce que le président est le garant du fonctionnement normal des institutions. À partir de ce moment, il répond de tous les dysfonctionnements au niveau de la justice. Donc, il doit savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Maintenant, sa présence, si sa présence a un impact sur la carrière des magistrats ou la manière de distribuer la justice, dans ce cas-là, non, il doit sortir. Est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas. Parce qu'on confond très souvent le lien ombilical qu'il y a entre la chancellerie et le parquet pour dire qu'en réalité, le président dicte. Et quel est le magistrat qui accepterait que le président lui dicte une conduite? S'il l'a fait, ce n'est pas au nom de l'indépendance de la magistrat, mais c'est au nom de l'indépendance personnelle. On va terminer vraiment une minute. C'est El Commandante qui pose une question intéressante qui a trait au recours des préfets par rapport aux listes électorales. Peuvent-ils être défendu par l'agent judiciaire de l'État qui se trouve être le maire d'une commune et candidat de Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections? Est-ce que la fonction de maire est compatible avec le poste d'agent judiciaire de l'État? En une minute. Oui, mais je pense que d'abord c'est un problème. Il faut, ce dédoublement fonctionnel qu'on voit aujourd'hui, politique administrative, pose problème au Sénégal. Et il y a certains ministères, sans dépendre que de moi, on ne doit plus confier ça à des gens qui ont une coloration politique. Le cumul des fonctions pose problème. Maintenant, dans l'état de droit, que le préfet qui a eu à rejeter une liste et qu'il y a la cour d'appel qui valide la liste. Mais rien n'empêche que le préfet, en tant qu'administratif, s'il pense qu'il y a des éléments de droit, de prendre en cassation. Mais par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que si, par exemple, c'est le ministre qui demande à tous les préfets en cassation, l'affaire cesse d'être administrative pour devenir politique. Et l'agent judiciaire de l'État? Mais je l'ai dit, on ne peut pas être maire et peut-être candidat à une élection et aller défendre les intérêts de l'État. Je pense que ça pourrait être interprété comme... Je pense que même s'il n'y a pas une... passez-moi l'expression... une incompatibilité, je pense que de fait, on ne doit pas l'accepter. Ce n'est pas bien vu. Très bien. Parce que vous défendez les intérêts de l'État, vous ne pouvez pas venir aussi à vous constituer contre des candidats, alors que vous-même vous êtes candidat à l'élection. Ça pose un problème. Je pense que tout cela revient à dire qu'il faut retourner à l'orthodoxie. Il faut restaurer l'administration
donner tout son sens. Oui. L'administration sénégalaise aujourd'hui est une administration qu'il faut revoir. Oui. Parce que c'est une administration politisée à outrance. Et malheureusement, quand l'administration est politisée, il n'y a plus d'efficacité, il n'y a plus rien du tout. Et c'est le cas. Et pour terminer, je pense que nous sommes dans des élections locales. Et ces élections, on oublie très souvent que c'est des élections qui ont un caractère administratif et non pas politique. Malheureusement, ce n'est pas pour rien que le pourvoi en cassation est adressé à la Cour suprême. Merci, professeur. Je pense que cette émission a été l'occasion d'avoir un éclairage de votre part. Vous êtes professeur de droit public, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans d'autres universités et écoles comme l'École nationale d'administration. Ndiogou Sarr était donc l'invité de ce jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Justement, vous pourrez lire cette émission, entre guillemets, c'est une façon de parler, dans votre site imedia.sn, au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Abdoulaye Silla. Retenez aussi le rendez-vous du 1er décembre, la parution du premier numéro de votre nouveau quotidien, Besbi, le jour. Mahmoud Ibrakan à la présentation, Babacar Ndiaye à la réalisation, prise de son Iba Marsen, réseaux sociaux, Biram Pouy, Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.